Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Parlons de votre mental pour un épisode hors série consacré à une athlète, qui en 2014 découvre le Spartan Race et qui au fur et à mesure des années devient une vraie athlète de haut niveau, puisqu'en 2021 son objectif c'est d'aller au championnat du monde de Spartan Race. J'ai le plaisir d'accueillir Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour. Comment ça va Capucine ? Ça va bien, merci, et toi ? Écoute, ça va super, je suis très content de pouvoir t'accueillir sur un épisode du podcast. Voilà, le Spartan Race, c'est en tout cas c'est quelque chose dont on parle un petit peu plus régulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, c'est quoi exactement ? Alors, j'ai l'habitude de présenter la Spartan Race comme un trail avec un parcours du combattant dessus. Donc, en gros, c'est des distances allant de 5 km jusqu'à plus de 50. Mais en moyenne, c'est 5, 10 et 21 km sur différentes endroits. Ça peut être en montagne, ça peut être des courses plus vallonnées, des courses plus rapides sur du plat, avec des obstacles type grimper de corde, ramping, portée de charge, monkey bar, équilibre, javelot. Et on fait ça partout. C'est une discipline qui existe partout dans le monde. Ok. Et toi, du coup, t'es plutôt quoi alors ? T'es plutôt plat ? T'es plutôt montagne ? Tu fais comment ? Alors moi, j'ai un esprit de contradiction très avancé parce que j'adore la montagne pour le côté défi physique, c'est des courses qui sont très exigeantes, qui est très difficiles et j'aime beaucoup. Mais comme j'aime pas trop la descente, c'est des courses aussi qui ne me réussissent pas forcément. Par contre, je cours. On dit en Spartan Race que le premier obstacle c'est la course, et j'ai une capacité à courir quand même assez vite, ce qui fait que les courses plates, je me régale parce que j'arrive généralement à faire des bons chronos et des très bons classements. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mes podiums. Les podiums que j'ai fait étaient sur des courses plates. Alors, tu as commencé en 2014, je crois. C'est ça. Et tu t'avais jamais fait ce genre de compétition, ce genre d'épreuve ? Pas du tout, je connaissais pas du tout. J'ai découvert parce que mon prof de CrossFit à l'époque dans la salle où j'allais en a parlé en disant que son rêve c'était de faire la Spartan Race. J'ai regardé sur internet et j'ai débarqué sur la Spartan Race du Castellet fin 2014 en tant que bénévole, parce que j'avais vu qu'on pouvait faire bénévole pour avoir des courses gratuites. Et j'ai eu l'opportunité de courir dans la vague bénévole à la fin du week-end. Et depuis, j'ai plus jamais quitté cette discipline. À cette époque, tu étais peu sportive, si j'ai bien compris, et du coup, c'est une grande transformation parce qu'aujourd'hui, en 2021, en tout cas, on peut voir que tu as réussi par l'entraînement, que la persévérance, le travail, à devenir une athlète très très confirmée.
En effet, j'étais lors de ma première Spartan et à cette époque-là, en fait, j'avais repris les études déjà une première fois et j'avais arrêté tout sport et je reprenais à peine en salle de sport depuis 1 an ou 2 ans, mais j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il fallait me pousser pour aller à la salle. J'étais pas très assidue et je ne courais jamais. C'était quelque chose que je détestais. Et je n'avais vraiment aucune condition physique, c'est-à-dire que quand je courais 20 minutes à 8 km/h sur un tapis, j'étais au bout de ma vie. Et avec un peu de détermination et beaucoup d'envie, j'en suis là aujourd'hui. Bon, mais en tout cas, bravo. Je crois qu'en 2021, tu prépares un événement là pour la fin de l'année. C'est un peu l'objectif de cet épisode-là aussi, c'est de parler un petit peu de cet événement qui fait ton actualité, c'est-à-dire d'aller participer au championnat du monde. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, j'ai participé en septembre aux championnats d'Europe qui ont eu lieu en Suisse et mon classement sur ces championnats d'Europe a fait que, à ma grande surprise, je me suis qualifiée pour les championnats du monde qui auront lieu donc le 5 décembre à Abu Dhabi. Et je m'étais qualifiée en 2019, mais c'était aux États-Unis et pour moi, j'avais pas la condition physique et aussi question de budget. Je l'avais appris 2 semaines avant les championnats, donc j'ai pas pu y aller en 2019. Par contre, là, du coup, de l'avoir appris assez tôt dans ma saison et puis de me qualifier de cette manière-là sur des championnats d'Europe. Pour moi, c'est vraiment une première où je me sens vraiment capable d'aller défendre mes chances là-bas et j'espère pouvoir vraiment y aller et donner tout ce que j'ai là. Ok. Du coup, je sais que tu t'as ouvert une cagnotte en ligne sur I Believe in You, donc afin de t'aider à obtenir le budget nécessaire pour pouvoir participer au championnat du monde du coup à Abu Dhabi. Il reste quelques jours, donc voilà, s'il y en a qui veulent en tout cas aller sur le lien, du coup ils pourront aussi te permettre de t'aider. Je crois que ça permet d'ouvrir, en tout cas si les gens le souhaitent, à différentes prestations, contributions en fonction du don que les gens peuvent faire. Exactement. Donc voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. J'ai envie de te proposer, comme dans tous les épisodes, de faire un peu ton portrait chinois. Donc si t'es d'accord, l'objectif c'est je te pose une question. Voilà, t'amènes ta réponse et bien évidemment tu la justifies. Je t'écoute. Alors, si tu étais une couleur, Capucine, tu choisirais laquelle? Je choisirais, je pense le rouge parce que c'est la couleur du dynamisme, de l'énergie et de l'énergie. Je pense que j'en ai à revendre, donc du coup, je prendrais celle-là. Si tu devais choisir un livre pour t'accompagner sur une île déserte, par exemple, où tu n'aurais qu'un seul livre à prendre, tu prendrais lequel? Je prendrais celui qui s'intitule ta vie commence, ta deuxième vie commence le jour où tu découvres que tu n'en as qu'une. Je crois que c'est ça le titre. Parce que je pars du principe qu'on n'a qu'une vie et que il faut tout tenter dans cette vie, il faut tout vivre au maximum parce que justement ça peut s'arrêter assez rapidement et du coup qu'il faut en profiter au maximum. Donc je pense que ce livre reflète bien mon état d'esprit. Si tu devais choisir une fleur, tu choisirais laquelle? Alors ça c'est plutôt facile puisque Capucine c'est le nom d'une fleur. Donc je pense que je prendrais celle-là pour la facilité parce que ça ressemble à mon prénom. Et sinon ce serait une rose
mais vraiment les roses rouges très très foncées. Et ça revient à ma réponse de pourquoi la couleur au départ. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu? Mon téléphone portable. parce que j'en suis inséparable. Je pense que malheureusement. Si tu devais choisir une innovation, laquelle choisirais-tu? Une innovation. Alors ça, je pense que ce serait Internet. Parce que pour moi, Internet aujourd'hui, ça m'a aidé à avoir des connaissances partout dans le monde et à les entretenir. Et notamment pour les courses. Et ça, au-delà de tout l'aspect informatif et de tout ce qu'on peut avoir comme info, enfin tout ce qu'on peut faire avec Internet, pour moi le lien social que ça crée, c'est énorme. Donc je pense que ce serait ça. Alors je sais que tu fais un master en nutrition sportive, et justement la question c'est si tu devais choisir un plat cuisiné, tu choisirais lequel? Alors un plat cuisiné, je choisirais la paella. La paella parce que c'est un. Alors pourtant je suis beaucoup plus fan de l'Italie que de l'Espagne, mais pour moi la paella c'est le plat du soleil et en même temps j'aime tellement les fruits de mer et le poisson que du coup je trouve ça va bien avec. Si tu devais choisir une planète. Et ce serait la planète Mars parce qu'il fait tout le temps chaud là-bas et elle est rouge. Ok. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères. Alors, j'ai le droit d'en dire deux ou... Oui. Ce serait le lever de soleil et le coucher de soleil. C'est des moments magiques avec des couleurs où la nature, en fait, on s'aperçoit que la nature nous donne des choses magnifiques à voir. Et pour moi, ces deux instants-là sont des moments que j'aime vivre. Je pourrais les vivre tous les jours, regarder avec le même entrain tous les jours, autant le lever de soleil que le coucher de soleil. Tu devais choisir un art, quel art choisirais-tu? La danse, c'est un art, là. Oui, c'est un art. Je trouve que la danse, c'est déjà c'est toujours en musique, donc du coup moi j'aime beaucoup la musique et la danse ça reflète la joie de vivre. Du coup, je choisirais ça. Tu devais choisir une qualité, tu choisirais laquelle? Une qualité. Il y en a tellement, mais la générosité, je pense. Pourquoi? Parce que je pense que ça rejoint un peu toutes les valeurs que j'ai autour de l'entraide, de l'accompagnement, de donner sans attendre pour de recevoir en échange, parce que je pense que si tout le monde était comme ça, on pourrait aller très très loin tous ensemble. Si tu devais choisir un mot. Il y en a deux, mais ce serait le respect. Et ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, parce que quand on respecte les gens, les opinions, la façon de penser,
les origines. En fait, on crée du lien et on est plus fort ensemble. Donc pour moi, ce mot-là qui est ma manière d'être. Si tu devais choisir une saison, laquelle choisirais-tu? Sans hésiter, l'été. Parce que j'adore la chaleur, j'adore le soleil, les jours sont longs, on n'a pas froid. Donc l'été, assurément. Allez, une petite dernière, hein. Si tu devais choisir un métier, lequel choisirais-tu? J'avais toujours rêvé quand j'étais jeune d'être animatrice radio. Et même si le métier vers lequel je me destine allie toutes mes passions, j'avoue que l'animation radio restera toujours un peu dans un coin de ma tête. Bon, bah ça pourrait venir, hein. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible, au contraire. Exactement. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Il t'inspire quoi, ton parcours, avec le recul des années? Je suis assez contente de mon parcours, en fait. J'ai pris des risques. Je me suis donnée à fond dans tout ce que j'ai fait, dans le travail, quand je me donne à 100% dans tout ce que je fais, mais j'ai aussi su prendre des décisions pour avancer. Et quand je regarde en arrière, même si j'ai du mal souvent à dire que je suis fière de moi, je suis quand même fière du parcours que j'ai fait et d'avoir su toujours avancer. Et de quoi es-tu le plus satisfaite? Dans mon parcours? Dans ton parcours, oui. De l'image que j'ai pu laisser auprès de certains salariés avant, dans l'entreprise où j'étais avant, mais aussi d'avoir su partir pour faire ce que j'aime vraiment. Donc pour préciser, tu étais dans les ressources humaines, c'est ça, dans le système bancaire, c'est ça? Exactement, j'étais chargée de formation, recrutement et SIRH dans une banque en Savoie. Et j'y suis restée 10 ans avant de partir. Et là, aujourd'hui, tu te destines au métier de l'accompagnement, tout ce qui est en lien avec la nutrition sportive, c'est bien ça? Exactement. Mon souhait à l'issue de mon master, c'est d'intégrer alors, idéalement, ce serait d'intégrer le staff d'une équipe professionnelle en tant que nutritionniste pour pouvoir les accompagner dans la performance. Mais aujourd'hui, j'accompagne déjà quelques sportifs en individuel. Et le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner des sportifs sur le côté performance et nutrition. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle fait écho à ton parcours? Totalement, parce que c'est tournée autrement, mais c'est une de mes phrases fétiches, c'est rien n'est impossible avec un peu de conviction. Et en fait, les barrières qu'on se met généralement, c'est dans nos têtes et on s'aperçoit qu'en osant, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont pas tellement impossibles que ça. Et si on s'en donne les moyens, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser. Alors, on va aborder un petit peu la thématique du podcast, c'est-à-dire parler de ton mental. Si tu devais définir le mot mental pour toi, ça serait quoi? C'est la capacité c'est ce qui nous aide à se mettre dans l'action, je trouve. Et avoir un bon mental, c'est quoi pour toi? C'est avoir un mental qui tient le coup, c'est-à-dire qui flanche pas.
Il y a un mental qui va pas nous dire non, arrête, c'est trop dur, ou non, là t'es pas capable, ou voilà, c'est tout ça. Donc plutôt un mental axé sur, on va dire, un discours interne positif. Exactement. Est-ce que tu te prépares toi mentalement pour tes Spartan Race? Alors j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement en préparation mentale entre 2019 et 2020. Je connaissais pas du tout la préparation mentale. C'était quelque chose que j'aurais jamais pensé qu'il y avait un accompagnement là-dedans. Et ça m'a fait comprendre l'importance que peut avoir notre mental sur la réussite ou l'échec d'une compétition. Et d'une compétition, où je parle de compétition parce que moi c'était sur cette thématique-là, mais pour moi ça a autant d'importance quand on est chef d'entreprise ou quand pour beaucoup de choses dans la vie, je pense que on peut se préparer mentalement. Moi, j'ai vraiment vu la différence entre avant et après avoir pris conscience que mon mental pouvait me perturber. Et quand j'ai connu mon préparateur physique, il m'a dit la seule personne qui peut te faire perdre, c'est toi. Et j'ai mis 1 an à comprendre pourquoi il m'avait dit ça. Et aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec lui. Alors du coup, comment tu te prépares mentalement pour tes compétitions? Et ben c'est encore un peu flou par contre ce côté-là. Aujourd'hui, j'essaye de plus considérer que je suis moins forte que les autres. Je commence à connaître le niveau de mes concurrentes et faut être honnête, il y en a beaucoup qui sont plus fortes que moi aujourd'hui, mais physiologiquement et à un moment quand une personne court en 4 minutes du kilomètre ou en 5, on sait qu'elle est plus forte que nous. Mais avant, je partais défaitiste. Aujourd'hui, j'essaye de me dire que chaque compétition est unique, qu'on a toutes nos chances à jouer, qu'on part toutes avec les mêmes obstacles à passer, la même distance à courir, et qu'il peut se passer n'importe quoi dans la course. Et j'essaye vraiment de plus me dévaloriser en fait par rapport aux autres, pour pouvoir ne pas stresser avant la course et tout donner sur la course au moment de la compétition. Et c'était vraiment ce côté-là pour moi qu'il fallait travailler avant, parce que quand j'arrivais sur une course, j'avais une boule au ventre énorme, et dès que je voyais des concurrentes qui étaient là, je me disais mais elles sont plus fortes que moi, de toute façon c'est perdu d'avance. Donc aujourd'hui, je me prépare plus dans le sens où j'essaye de pas me dévaloriser. Est-ce que tu penses qu'il est important de se connecter avec soi-même, en tout cas pour le mental, dans le cadre de la Spartan Race, quand tu te prépares? Alors, je pense que c'est très très important, parce que on a un certain nombre d'obstacles à passer, un certain nombre on a des conditions de course qui peuvent ne pas être faciles du tout. Et aujourd'hui, le fait de visualiser les obstacles, de dire bon, ça tu sais le passer, ça va passer, c'est sûr, de se dire que de se mettre au calme avant la course, de se mettre dans sa bulle, de pas se laisser aussi influencer par les messages négatifs de certaines personnes, ou tout ça, pour moi c'est super important. C'est une routine d'avant-course qui est très importante pour pouvoir justement rester focus tout le long de la course après.
Et du coup, est-ce que l'enthousiasme joue une part importante dans le mental, dans les courses? Ah oui, ça joue énormément. C'est pareil avant, quand j'allais sur une course, je me revois le matin me lever à chaque course et pourtant j'y retournais à chaque fois en me disant j'ai pas envie d'aller courir, mais parce que j'avais peur de la course en fait, j'avais peur de ce qui pouvait se passer. Euh, et aujourd'hui, quand je vais sur une course, j'y vais avec le sourire, j'y vais parce que j'ai envie de me battre, j'y vais parce que à chaque fois que je cours, je me dis purée, t'as la chance de faire ton sport, t'as la chance d'être en liberté, notamment après la période Covid, et je me dis que c'est vraiment une chance de pouvoir faire de la compétition dans un sport qu'on aime tellement. Et ça a complètement changé ma façon d'aborder les courses, de penser comme ça. On va aborder la thématique de la confiance en soi et du droit à l'erreur. Est-ce que, à la base, tu es quelqu'un qui a confiance en toi? Pas du tout. J'ai toujours eu un gros manque de confiance en moi. Je pense d'ailleurs que c'est ça qui joue sur le fait que quand j'arrivais sur une course, je me disais bah de toute façon je suis nulle, je suis moins bonne que les autres. Le sport m'a beaucoup aidé à prendre un peu confiance en moi. Je dirais pas qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'acquis, mais c'est quand même le jour et la nuit avec quand j'ai commencé et les dernières années. Et je pense que c'est ça aide aussi à réussir les choses, à dire bon bah là de toute façon tu sais le faire, t'en es capable, bah vas-y tu le fais. Et je pense que c'est un cercle vertueux en fait. Le sport m'a aidé à avoir confiance en moi et vu que j'ai confiance, je réussis mieux et comme je réussis mieux, bah ça me redonne encore plus confiance après. Ok, donc c'est des expériences un peu positives que tu as eues, en tout cas dans le sport et dans les compétitions qui t'ont permis du coup de prendre confiance. Ça a beaucoup joué, mais je pense que les expériences difficiles, il y en a eu certaines qui ont été vraiment très difficiles. Et je pense que je m'appuie aussi sur celle-là en disant mais t'as été capable de faire ça, alors là c'est quand même beaucoup plus facile que ce que t'as fait à ce moment-là, donc vas-y quoi. Et malgré les épreuves difficiles ou les échecs, comment tu as fait pour garder cette confiance? J'ai un très bon coach déjà qui quand je commence à douter, quand j'ai fait une mauvaise course, enfin quand j'estime avoir fait une mauvaise course, prend le temps de me faire relativiser. Et ça, je trouve que c'est très important. En tout cas, ça participe à mon équilibre aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai tendance vraiment j'ai encore tendance à voir le négatif et à pas être contente de moi et à être déçue de mes performances. Et mon coach participe beaucoup à l'équilibre, au fait que j'arrive à rebondir assez rapidement après pour repartir en me disant bon bah la prochaine fois tu feras mieux. C'est ça qui m'aide beaucoup. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Beaucoup, beaucoup parce que j'y faisais très attention avant. J'avoue que c'est généralement la chose qui peut me perturber dans le sens où quand il y a des messages négatifs venant des autres
qui me voient d'une manière négative alors que c'est pas le cas, ça m'affecte beaucoup encore. Par contre, aujourd'hui, un jour j'ai compris qu'en fait on pouvait pas plaire à tout le monde et que de toute façon, quoi qu'on fasse, il y aurait toujours des gens à qui on plairait pas. Et que si on faisait trop attention au regard des gens, en fait, on arrêtait de vivre et on vivait pour le regard des gens. Et du jour où j'ai compris ça, en fait, je me suis affranchie de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a vraiment que le jugement négatif qui m'affecte quand il est pas fondé. Et mais sinon, j'avance sans vraiment me soucier de ce qu'on peut penser en général. Est-ce qu'il te semble important du coup de rester positive au quotidien? Très. J'essaye toujours je pars du principe qu'une journée sans sourire, c'est une journée de perdu. Et je pars du principe qu'il y a beaucoup plus malheureux que nous. Et je me dis quand même que tous les jours, j'ai la chance de faire plein de choses. En tout cas, je me donne les moyens de faire plein de choses. Et généralement, j'ai une copine qui disait, et on me l'a dit plusieurs fois, que j'étais son médicament. Et parce qu'en fait, je suis toujours la personne qui va essayer d'apporter le sourire chez les gens, de soutenir, de dire des choses gentilles, d'essayer de faire sourire. Parce que j'aime voir les gens heureux et j'aime être la petite on va dire la petite chose qui peut les aider quand ils sont pas forcément dans une bonne journée. Et du coup, je pense que la bonne humeur, c'est un des remèdes à tout dans la vie. Ouais, justement, on va parler un peu de motivation. Est-ce que tu utilises des trucs particuliers pour te motiver au quotidien, pour rester vraiment axé sur ton projet, sur tes actions, tes défis, tes ambitions? En fait, j'ai quasiment jamais de soucis de motivation. Dans ce que j'aime faire en tout cas. C'est-à-dire que je vais pour l'entraînement, enfin j'ai beaucoup d'entraînement. Pour moi c'est plutôt quand j'ai pas d'entraînement que je suis pas emballée par la journée. J'ai la chance aujourd'hui de préparer un métier qui va me plaire, donc du coup je suis motivée à aller en cours, à réviser, à travailler dessus. Ça m'arrive vraiment très très rarement de ne pas être motivée. Et quand je le suis pas, je me dis toujours, de toute façon, tu seras contente de l'avoir fait, donc vas-y. Et je me dis toujours que le plus dur, c'est le premier pas. Par exemple, quand j'allais à la salle de sport avant et que j'avais la flemme, c'était de dire le premier pas, c'est de sortir de la maison. Une fois que t'es sorti, de toute façon, faut y aller. Aujourd'hui, les seules choses qui sont plus dures à l'entraînement, par exemple les séances de piste, du coup, je me dis pareil. Je me dis à un moment, lance ton chrono et de toute façon, t'as pas le choix que de le faire, donc fais-le et tu seras contente quand ce sera fini. Et c'est toujours la phrase que j'ai en tête quand j'ai une petite baisse de motivation pour faire quelque chose. Est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir? Il faut des objectifs pour réussir. Il faut se donner un but.
Par contre, un but avec des objectifs réalisables et on va dire pour jalonner jusqu'à cet objectif. Mais il faut aussi, je dirais pas un plan vraiment cadré dans le sens où la vie est tellement faite d'imprévus qu'il faut savoir réagir par rapport à l'imprévu. Et du coup, si on a un plan pour moi, hein, si on a un plan trop cadré dans notre tête, du coup, le moindre imprévu va nous perturber. Donc, du coup, je pense sincèrement qu'il faut des objectifs pour pouvoir avancer. Il faut se fixer des défis et se fixer des choses qui sortent de notre zone de confort. Mais je dirais qu'il faut pas non plus trop être rigide sur le plan parce que les aléas peuvent modifier beaucoup de choses. Ouais, du coup, il faut savoir s'adapter, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que tu as déjà connu de la pression ou du stress dans le cadre professionnel ou dans le cadre sportif? Alors professionnel, oui, beaucoup, parce que je gérais beaucoup de projets, beaucoup de choses avec des échéances, puis un cadre hiérarchique qui était assez important. Et je dirais notamment le jour où j'ai dû intervenir devant 100 personnes avec un micro, c'était, je pense là, le plus gros stress que j'ai eu au travail, en dehors du stress des échéances. Mais au niveau sportif, je pense que le stress, en fait, c'est moi qui me le mets toute seule. Parce que aujourd'hui, je ne vis pas de l'aspartame, c'est une passion. Donc du coup, les seuls objectifs que je me mets, en fait, je me les mets à moi. Il y a personne d'autre qui me les met. Donc du coup, on va dire que la pression dans le sport, il y a que moi qui me la met. Et du coup, comment tu la gères ? De mieux en mieux. Avant, je la gérais très mal, donc c'était tout relié avec le stress, le fait de la confiance en soi, tout ça. Aujourd'hui, je la gère mieux. Je la gère plus comme une force en fait. J'ai envie d'aller au combat en fait. Et du coup, c'est plus de la pression négative, ça motive. Ouais, je comprends. C'est un stress stimulant. Exactement. Alors, dans tes compétitions, je suppose que tu dois rester extrêmement concentré pour toutes les épreuves. Comment tu t'y prends pour être focus à chaque fois ? Ça, c'est sûr que ça demande beaucoup de concentration. On a des épreuves, chaque obstacle demande beaucoup de concentration et même courir parce qu'on peut facilement se blesser. Mais tout ce qui est obstacle de précision, obstacle d'équilibre, obstacle de bras demande énormément de concentration. Et en fait, dans ces moments-là, généralement, j'aime bien marcher 4-5 pas avant d'arriver sur l'obstacle pour faire redescendre mon cardio. Et en même temps, je regarde l'obstacle et par exemple, il y a des obstacles où il va falloir choisir une ligne plutôt qu'une autre parce que
la disposition de l'obstacle me correspond mieux, ou alors quand on doit tirer au javelot, c'est regarder les bottes de paille, savoir lesquelles sont pas trop abîmées pour être sûr que le javelot rentre. Une slackline, ça va être de voir laquelle est bien tendue pour pouvoir passer. Et en même temps, dès qu'on est face à l'obstacle et qu'on a fait ce choix-là, il faut encore être extrêmement concentré en se disant on a la technique, ou sur certains, moi je l'ai pas encore, je dois encore la travailler, mais pas se laisser perturber, parce que un moment d'inattention en fait sur une slackline ou un javelot, c'est si on loupe l'obstacle, en fait on a 30 burpees à faire, et en termes de classement, en termes de dépenses d'énergie, c'est quelque chose qui est vraiment impactant sur la course. Donc du coup je prends des grandes respirations, et aujourd'hui quand je suis prête devant l'obstacle, je me dis maintenant tu vas y arriver, concentre-toi, te laisse pas perturber par les autres, et après seulement j'attaque l'obstacle. On parlait un petit peu de ta détermination. Est-ce que tu penses que il ne faut rien lâcher? Je pense en effet qu'il ne faut rien lâcher. Je pense qu'il y a que comme ça qu'on avance. Et je pense aussi que ça rejoint la question que tu disais au départ sur rendre l'impossible possible. Pour moi, on peut y arriver que si on lâche pas, et si on garde toujours ses objectifs en tête, et même quand c'est dur, même quand on pense qu'on peut lâcher, qu'on va lâcher, finalement on s'aperçoit que le corps et la tête ont des ressources qui nous aident à aller encore plus loin, et à finir et à atteindre du coup ses objectifs. Donc pour moi c'est indispensable de pas lâcher. Et est-ce que tu penses que ne rien lâcher, c'est aussi avoir une force mentale? Totalement. C'est plus facile de lâcher que de pas lâcher en fait. C'est pour moi, je vois plein de gens autour qui se disent j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de faire ci, ou un jour je ferai ça, et finalement qui abandonnent leurs objectifs parce qu'ils s'en donnent pas les moyens, et parce qu'ils les lâchent en fait, et qui ont des regrets après, et moi j'ai envie de les pousser, de leur dire mais sors de ta zone de confort et tu vas voir que derrière c'est encore plus beau. Et pour moi tout ça c'est important, et c'est ce qui met du piment dans la vie en fait. Donc tu fais du coup le Spartan, c'est beaucoup d'épreuves. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de véritablement souffrir par rapport à des douleurs, ou par rapport à au dépassement de soi, le corps qui arrive à sa limite, pas loin peut-être de la rupture pour certains? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de connaître vraiment l'extrême, la limite quoi, entre vraiment le corps il tient sur pas grand chose quoi? Alors j'ai eu on va dire 2-3 courses. Généralement les courses où je suis dans cet état-là, c'est des courses où il fait froid. Parce qu'en fait j'ai le corps qui se thermorégule pas, donc moi dès qu'il fait froid je subis le froid, mais puissance 1000. Et il y a eu une course à Morzine en 2017 si je me trompe pas, ou 2018,
avec un temps mais abominable, vraiment abominable. On a eu la grêle tout en haut, il a plu tout le long et je me rappelle de la descente ça s'appelle la Pointe de Nion. Et à la descente, je croise un bénévole qui me demande si ça va. Et là, j'avais qu'une envie, c'était d'exploser, de pleurer en fait, de lui dire non, ça va pas, non, je suis pas bien et tout. Et cette course-là a duré 6 heures en tout. Et ça a été vraiment un souvenir horrible. C'est-à-dire que j'ai pris aucun plaisir à faire cette course. Mais du moment où j'étais partie, en fait, je me suis dit non, mais t'as pas fait tout ça, t'as pas souffert autant de temps pour pas avoir ta médaille à la fin. Et du coup, cette course-là a vraiment été, j'ai vraiment été quasi au bout de mes limites à l'époque. Et derrière, je crois que 2018, c'est sûr. J'ai fait celle de 55 km à Andorre. Donc 55 km, 3600 de dénivelé, avec une soixantaine d'obstacles. Et en fait, à Andorre, ils avaient pour habitude on courait à la fin de la course. En fait, ils nous faisaient revenir dans le village. Et on pensait que c'était fini, et en fait, ça repartait de l'autre côté pour encore 3 kilomètres. Et en fait, quand je regarde ma montre, que j'arrive au village, je vois 51 kilomètres, et moi, on m'avait dit qu'elle faisait 51 et qu'il n'y avait pas de surplus. Donc, je me dis, ouf, c'est bon, c'est fini, j'ai fini, j'en peux plus. Et là, je croise un ami qui me dit, allez, courage, il te reste plus que ça et ça. Et en fait, c'était tout l'autre côté, les 3 kilomètres. Et en fait, là, c'est pareil, j'ai failli tout lâcher. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je pensais que c'était fini. Ça faisait 11 heures que je courais. J'en pouvais plus physiquement. Mais c'est pareil, je me suis dit, non, mais ravale tes larmes, même t'es au bout de ta vie. Tu vas pas arrêter maintenant alors que tu as fait 51 km et qu'il en reste que 3. Est-ce que tu penses que ces expériences où tu as beaucoup souffert, dû supporter la douleur, ça t'a permis de progresser? Alors ça, c'est sûr que ça m'a permis de progresser, parce que c'est là-dessus que je m'appuie pour me dire que si j'ai été capable de faire ça, c'est que j'en suis encore capable, même si aujourd'hui le froid me pose toujours beaucoup de soucis. La difficulté, en tout cas physique, ne m'en pose plus aucun. C'est-à-dire que même si c'est dur, même si je suis au bout, même si ça, c'est pas un souci. Donc je m'appuie vraiment sur ça pour me dire, bon, là t'as été capable, tu peux faire encore autant, voire mieux. On arrive sur sur la fin de l'épisode et du coup de notre podcast. Si tu devais à titre d'échange d'expérience donner quelques recommandations pour des gens qui voudraient se mettre au Spartan, tu leur dirais quoi? Déjà, je leur dirais de pas avoir peur, parce que c'est une discipline qui paraît impressionnante, mais pour avoir vu des personnes de toutes conditions physiques venir se lancer le défi, rares sont ceux qui n'ont pas terminé, au moins la petite. Et ça ouvre, je trouve, moi, j'ai envie de leur dire que ça m'a apporté tellement de bien au niveau de ma tête, au niveau de ma confiance, au niveau des rencontres que j'ai pu faire, au niveau de l'enrichissement personnel que ça peut apporter. Je leur dirais un pas après l'autre. Et d'ailleurs, je leur dis, parce que je fais partie des bénévoles qui sont là pour épauler les nouveaux Spartans.
Je leur dis, mais n'ayez pas peur, vous allez y arriver, un pas après l'autre. Et puis, je leur dis qu'ils seront fiers d'eux à la fin. Et puis après, un petit peu d'entraînement. Justement, je pense que se mettre un défi d'essayer de faire une Spartan, c'est aussi se mettre au défi de s'entraîner un peu plus quotidien, un peu plus régulièrement. Et puis du coup, de prendre soin de sa santé en faisant du sport avec un défi à la clé. Pour conclure ce podcast, si tu devais nous donner une citation qui t'inspire et qui te guide au quotidien, ça serait laquelle? Et du coup, j'en ai 3 qui sont j'en ai une tatouée, j'en ai 2 tatouées et une que j'ai dit tout à l'heure. Celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est du coup rien n'est impossible avec un peu de conviction. Et les 2 autres qui pour moi sont c'est le reflet de ce que je pense. La première, c'est croire en ses rêves, c'est exister. Et la deuxième, c'est deviens ce que tu es. Et ça rejoint vraiment tout ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au regard des gens, par rapport à l'impossible. Et, pour moi, ces phrases reflètent vraiment toutes les discussions qu'on a eues tout à l'heure. Bon, en tout cas, je te remercie Capucine pour cet épisode, pour les réponses que tu as pu nous apporter et qui nous permettent de mieux te connaître et d'avoir pu introspecter ton mental. On te souhaite bien évidemment de participer aux championnats du monde qui auront lieu au mois de décembre, je crois. C'est ça, le 5 décembre. Donc je rappelle que si vous voulez aider Capucine pour participer au budget pour pouvoir partir sur cette compétition, donc il existe une cagnotte. Si tu veux en dire 2 petits mots. Oui, donc du coup, comme tu le disais, c'est une cagnotte sur la plateforme I Believe in You et j'offre en contrepartie des dons qui pourront être faits, pas mal de choses, des accompagnements nutrition, des remerciements sur mes différents réseaux sociaux, la possibilité de faire floquer les logos des entreprises aussi sur mes tenues de compétition. Ça peut être aussi de l'animation de formation, comme j'étais aussi formatrice. J'ai aussi des places de foot pour aller voir l'Olympique Lyonnais, des bons de réduction sur des marques de nutrition sportive, des marques de sportswear aussi. Donc voilà, j'ai pas mal de contreparties intéressantes pour les particuliers, pour les entreprises. Et j'espère vraiment pouvoir trouver des partenariats avec ces contreparties-là. Bon, en tout cas, le podcast Parlons de votre mental sera en tout cas un des logos qui viendra en tout cas sur tes tenues, puisque nous on a décidé de te filer un petit coup de main. C'est très gentil et je vous en remercie beaucoup. Donc voilà, avis à tout le monde pour venir contribuer et aider du coup Capucine à partir faire ce championnat du monde et du coup représenter la France dans cet événement-là. Merci Capucine, je te souhaite une belle continuation, de bons entraînements et puis un bon championnat du monde. Merci beaucoup à toi, merci pour cet échange et ton soutien et merci pour les encouragements.
C'était Capucine Bertrand, athlète de haut niveau en Spartan Race et étudiante en nutrition sportive pour cet épisode hors série du podcast Parlons de votre mental. J'espère que notre invité du jour vous aura inspiré et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt. N'hésitez pas à aller suivre Capucine sur ses réseaux sociaux et à aller la soutenir sur sa cagnotte pour qu'elle puisse partir au championnat du monde à Abu Dhabi au mois de décembre. Merci à vous.